Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Vidéo Storia. Donc, thème 2 d'histoire, chapitre 2, médias et opinion publique dans les crises politiques en France, de l'affaire Dreyfus à nos jours. Comment commencer l'introduction sur ce sujet? Il faudrait partir d'un exemple qui montre bien une crise politique dans laquelle les médias jouent un rôle important. Vous pouvez partir de la caricature de Carandache qui montre, en plein milieu de l'affaire Dreyfus, dans le Figaro, la forte division de l'opinion publique derrière ce repas de famille, surtout n'en parlons pas, ils en ont parlé, et qui montre le rôle des médias dans cette crise politique qu'a été l'affaire Dreyfus. Alors, il faudrait revenir dans une introduction sur ce qu'est une crise politique. Une crise politique, c'est un moment de passion, de tension et de forte division dans la vie du pays. Alors, la crise politique divise donc l'opinion publique. Et le but de ce cours, c'est de s'intéresser au rôle des médias dans la division de cette opinion publique lors des crises politiques. Et il faudra montrer que dans les grandes crises politiques de la vie française, les médias ont joué un rôle majeur, même si, de la fin du XIXe siècle à nos jours, ces médias ont connu une importante transformation de l'âge d'or de la presse papier, du journal, à l'âge d'or de l'écran aujourd'hui et des médias sur Internet. Comment découper notre cours? On peut le découper en 3 périodes, après avoir posé la problématique. Donc, quel a été le rôle des médias dans la formation d'une opinion publique dans les grandes crises politiques françaises? Alors, commençons tout de suite par la première partie, 1894-1940, polarisation d'opinion dans la presse lors des grandes crises. Et je vous avais dit qu'il fallait commencer cette affaire par l'affaire Dreyfus. Alors, pour comprendre l'importance de la presse écrite dans cette affaire, il faut revenir sur les conditions d'émergence de cette presse écrite. Les conditions, c'est d'abord la Troisième République, qui naît en France en 1870 et qui donne les conditions propices par une affirmation de la démocratie et en particulier de la liberté de la presse, qui par ailleurs, grâce à l'alphabétisation, permet d'avoir un nombre de lecteurs plus important. Et enfin, 19e siècle, siècle d'or de l'industrie, qui permet une massification de la production de journaux. Cela donne, au début du XXe siècle, une presse française qui est devenue une presse de masse, qui connaît un âge d'or. C'est la plus grande presse mondiale par le nombre de journaux, mais aussi le nombre de tirages de chaque journal. Je vous avais dit de citer un journal, on pouvait penser au Petit Parisien. Alors, dans un deuxième temps, il faut insister sur le rôle de la presse lors de cette affaire Dreyfus et présenter rapidement à votre lecteur ce qu'est l'affaire Dreyfus. Et dire que l'affaire Dreyfus, il y a 2 étapes. La première étape, 1894-1898, où c'est un fait divers dans la presse. Le capitaine Dreyfus, juif, est accusé d'avoir trahi l'armée française et est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. La presse est à peu près uniformément convaincue de sa culpabilité. Je vous l'avais dit, le Petit Journal titre par exemple « Le traître » en 1894 lors de la révélation de l'affaire. Il n'y a finalement pas d'affaire parce que les médias sont tous d'accord pour la condamnation de Dreyfus. Mais c'est un journal, le journal L'Aurore, qui par la tribune de Zola « J'accuse » va réellement révéler une affaire qui va entraîner une crise politique et une forte division de l'opinion publique. Pourquoi Zola entre sur cette scène médiatique? Zola a été convaincu de l'innocence de Dreyfus par son avocat Bernard Lazare qui lui a apporté des preuves comme quoi cette affaire, ce procès, avait été réalisé sur la base de faux. Et il est convaincu de la culpabilité, en particulier de l'armée. Zola est quelqu'un de très célèbre à cette époque-là, et il profite de sa notoriété dans le champ intellectuel pour prendre parti
sur une question de société, et ici, de politique. Et c'est pour ça que c'est avec Zola que naît la figure dite de l'intellectuel, celui qui profite de sa notoriété dans un champ intellectuel pour prendre parti sur une question qui divise l'opinion publique. Zola publie son J'accuse dans l'Aurore, et ce jour-là, le journal, qui d'habitude tire à 20 000 exemplaires, s'arrache à 300 000 exemplaires. Nous avons une affiche qui revient sur cet intérêt des Parisiens autour de l'affaire Dreyfus, puisqu'ils sont tous derrière la terrasse du café à lire le J'accuse dans l'Aurore. Alors, à la suite de ce J'accuse, la presse va se positionner pour ou contre le capitaine Dreyfus, avec une presse d'un côté anti-dreyfusarde, qui restera convaincue de la culpabilité de Dreyfus, et de l'autre côté, une presse dite dreyfusarde, qui va suivre Zola et va défendre l'innocence de Dreyfus. Alors, quelques titres du côté de la presse anti-dreyfusarde. On va avoir le journal catholique très conservateur La Croix, on va avoir le journal conservateur Le Figaro, on va avoir le journal d'extrême droite à tendance royaliste L'Action française, on va avoir le journal profondément antisémite La Libre Parole. Ces journaux, vous voyez, sont un point commun, c'est de fortement critiquer la République radicale, qui est la Troisième République, et d'être, pour une grande partie d'entre eux, des journaux plutôt anti-républicains. De l'autre côté, une presse dreyfusarde, on va avoir bien sûr le journal L'Aurore, qui a publié J'accuse, mais on va avoir le journal L'Humanité et le journal Le Populaire, deux journaux de la presse de gauche, proche du Parti socialiste français de l'époque, et puis d'autres journaux et d'autres comités proches de la Ligue des droits de l'homme qui vont défendre Dreyfus. Cette presse dreyfusarde va avoir en commun d'être républicaine et de défendre la Troisième République, qui est une république radicale. L'opinion publique suit la polarisation de cette presse, et on considère que c'est avec l'affaire Dreyfus que l'opinion publique s'est divisée en un champ de droite et un champ plutôt de gauche. C'est une presse, c'est une affaire qui divise longtemps l'opinion publique, c'est pour ça qu'on parle de crise politique, puisqu'il faut attendre 1906 pour avoir la réhabilitation du capitaine Dreyfus, l'affaire ayant commencé en 1894, et les historiens considèrent que c'est avec la Première Guerre mondiale et l'union sacrée de tous les partis autour de la guerre que se solde cette affaire Dreyfus et que s'efface cette division dreyfusarde, anti-dreyfusarde. Voilà le rôle de la presse dans cette affaire, une presse qui contribue à politiser l'opinion publique. Naissance d'une presse d'opinion. Alors, une deuxième grande affaire ébranle la vie politique française. Elle est dans l'entre-deux-guerres et c'est l'affaire Stavisky. À la différence de l'affaire Dreyfus, c'est que l'affaire Stavisky montre une radicalisation de l'opinion publique française. À nouveau, il faudrait comprendre les conditions de cette radicalisation. Ce sont les années 30. Et les années 30 en Europe comme en France, sur le champ économique, sont marquées par une crise économique très dure. Et donc, une société qui est en proie au chômage, qui est en proie à la misère. Et dans le champ politique, des tentations fascistes, ce que l'historien Milza a appelé le champ magnétique des fascistes. Vous avez des fascismes, vous avez des régimes qui le sont devenus, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie en 1933, les républiques d'Europe de l'Est qui, pour une partie d'entre elles, virent vers le fascisme, et puis vous avez aussi l'URSS communiste qui attire une autre partie de la société. C'est dans ce contexte de radicalisation de l'opinion publique que naît l'affaire Stavisky. À nouveau, il faudrait donner un petit mot de cette affaire Stavisky. Au départ, Stavisky, c'est un banquier, un escroc, qui essaie de s'enrichir au profit du Crédit municipal de Bayonne, sauf que dans son arnaque, il implique un certain nombre de parlementaires qui sont au pouvoir.
des parlementaires qui sont de la majorité au pouvoir, des parlementaires plutôt radicaux. Et c'est le journal d'extrême droite, alors très lu, l'Action française, qui révèle cette affaire. On en vient au rôle de la presse dans l'affaire. L'Action française révèle l'affaire au moment où Stavisky est tué et accuse le gouvernement de l'avoir tué, et non seulement révèle l'affaire, mais elle encourage ses lecteurs à défiler dans la rue pour demander la démission du gouvernement. Cet appel est suivi. Il est suivi en particulier par les ligues d'anciens combattants qui sont, pour une grande partie d'entre elles, attirées par les thèses de l'extrême droite. Ces ligues d'anciens combattants décident, le 6 février 1934, à l'appel de l'Action française, de défiler devant l'Assemblée. C'est un défilé qui est massif et qui est violent. Violent dans les termes, puisque les manifestants crient « députés » à la scène. Les députés sortent d'ailleurs par la porte arrière de l'Assemblée nationale pour éviter d'être secoués. Et défilé qui est violent parce que la réaction de la police est de tirer sur la foule. Il y a plusieurs morts. L'Action française amplifie cette violence d'État en titrant des centaines de morts. Il y en aurait eu environ une quinzaine, même si on n'a pas les chiffres exacts. Et pourquoi crise politique? Parce que la gauche va s'engager pour, elle, dénoncer un coup d'État fasciste, une tentative de coup d'État de l'extrême droite. Il va y avoir une contre-manifestation organisée dans ce 6 février 1934 et le jour suivant. Et la presse de gauche, en particulier l'Humanité, qui est à ce moment-là devenu le journal du Parti communiste français, qui est né en 1920, et Le Populaire, vont dénoncer ce coup d'État fasciste. Donc vous voyez là une crise politique avec une radicalisation de l'opinion publique dans laquelle la presse joue un grand rôle. Les conséquences de cette crise, de ce 6 février 1934, elles sont sur le temps court et sur le temps long. Sur le temps court, on a une démission du gouvernement. Donc, la demande de l'Action française a fonctionné. Mais sur le temps long, on a une victoire des partis de gauche qui, par réaction à cette tentative de coup d'État fasciste, en tout cas telle qu'elle est appelée dans les partis de gauche, décide de se réunir dans un front populaire, c'est-à-dire le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti radical, et parviennent au pouvoir après les élections de mai 1936. C'est le fameux épisode politique du Front populaire. Alors vous voyez, dans cette première partie, on a vu que la presse écrite jouait un grand rôle dans les crises politiques et qu'elle contribuait soit à politiser l'opinion publique, soit à radicaliser cette opinion publique. Maintenant, nous allons voir que dans un deuxième temps, dans la période 1940-1958, la presse, en particulier en temps de guerre, fait l'objet d'un fort contrôle de l'État pour essayer de contrôler cette opinion publique. Alors, avant d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, il faudrait revenir sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi revenir sur la Première Guerre mondiale? Parce qu'il ne faudrait pas croire que le contrôle des médias est uniquement le fait de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy. Non, dès la Première Guerre mondiale, il y avait un fort contrôle des médias, et un journal né au milieu de la guerre, Le Canard enchaîné, 1915, la dénonce dans sa première une, où il dénonce la censure et le bourrage de crâne. Mais venons maintenant à la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé, pour parler du contrôle de la presse et de l'utilisation de la presse par, d'un côté, le régime de Vichy, de l'autre côté, la résistance, d'une guerre des ondes que l'on pourrait élargir dans notre cours à une guerre des médias. Alors on va d'abord, dans un premier temps, s'intéresser au rôle de Vichy, et puis ensuite au rôle de la résistance. L'utilisation des médias par Vichy. Alors dès 1939, avant même l'installation du régime de Vichy, est créé un commissariat à l'information. Donc la volonté de contrôle commence dès le début de la guerre. Lorsque le régime de Vichy se met en place en juillet 1940, ce contrôle est encore plus accru, puisque Vichy supprime la liberté de la presse. Et une grande majorité des titres français de l'époque se sabordent, c'est-à-dire arrêtent d'exister. Et c'est la presse d'extrême droite, à l'image du « Je suis partout » de l'écrivain Brasillac, qui, elle, continue d'exister. Le régime de Vichy, à cette époque-là, utilise massivement la radio, qui s'est développée dans les années 30, elle naît dans les années 20, elle se développe dans les années 30, et qui est très écoutée au début de la Seconde Guerre mondiale.
Et d'ailleurs, la demande d'armistice par Pétain est faite à la radio. Deux radios dominent. En zone libre, c'est Radio Vichy, et en zone occupée, zone allemande, qui deviendra la seule zone après novembre 1942, c'est Radio Paris. Par ailleurs, un certain nombre de journaux continuent d'exister, mais ce sont des journaux, je vous l'ai dit, qui sont proches du pouvoir. On peut parler de « Je suis partout » et le régime de Vichy utilise massivement les affiches pour pratiquer sa propagande. Pensons aussi au cinéma, les actualités françaises, petits films d'actualité qui sont tournés avant le film, qui elles aussi sont une propagande d'État. Alors, on peut se demander sur l'effet de cette propagande sur l'opinion publique. Difficile d'y répondre. On n'a pas de sondage très précis. Rappelons un fait, Jean-Pierre Azéma nous dit que les collaborateurs directs, actifs, c'est 5% de la population. Les résistants actifs, c'est aussi 5% de la population. La majorité de la population est attentiste, pas complètement dupe de la collaboration, mais pas prête non plus à s'engager dans la résistance. Dans un premier temps, cette radio, ces journaux sont sans doute assez suivis, par habitude. Mais petit à petit, au fur et à mesure que la guerre avance, il y a une critique de plus en plus grande qui est faite, en particulier de la radio, à tel point qu'à la fin de la guerre, il y a une formule qui revient souvent. La formule est celle-ci: Radio Paris vous ment, Radio Paris est allemand. Ce qui montre bien que l'on était conscient que les nouvelles écoutées à Radio Paris étaient nouvelles de propagande. De l'autre côté, la résistance va avoir plutôt un écho inverse. La résistance utilise aussi la radio. C'est le cas de la résistance extérieure organisée depuis Londres par le général de Gaulle. Vous connaissez l'appel du 18 juin 1940 dans lequel de Gaulle appelle les Français à continuer le combat. Quotidiennement, de Gaulle, sur la BBC, aura une émission Radio Londres dans laquelle il parlera aux Français. Les Français parlent aux Français. Cette émission est évidemment interdite sur le régime de Vichy. Mais à la fin de la guerre, elle commence à avoir un écho important, puisqu'un sondage dit que 70% des Français en 1944 ont au moins écouté une fois les émissions de Gaulle à la radio. Par ailleurs, la résistance intérieure, elle aussi, utilise les médias pour essayer de convaincre les Français. Des journaux se créent, même si ce sont des journaux clandestins. On peut penser au journal Libération, on peut aussi penser au journal Combat, créé en 1941, dans lequel Albert Camus écrira à partir de 1943. Mais ces mouvements de résistance ont aussi des moyens beaucoup moins coûteux pour essayer de diffuser leurs idées. Ce sont les tracts qui sont parfois même reproduits à la main. Donc il y a des médias utilisés par la résistance, mais ces médias sont clandestins, plus difficilement accessibles que l'information officielle du régime de Vichy. Voilà pourquoi on parle d'une guerre des ondes ou d'une guerre des médias, puisque les deux camps ont massivement utilisé les médias pour essayer de convaincre les Français, avec une audience finalement relativement limitée. Dans l'après-guerre s'ouvre une période de libéralisation et de libéralisation des médias. Libération médiatique, pourrions-nous dire. D'abord, c'est le cas de la radio. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, se développent ce qu'on appelle des radios périphériques. C'est des radios qui ne sont pas contrôlées par l'État, qui émettent depuis l'extérieur des frontières françaises, mais qui émettent pour le territoire français. Je vous avais cité RTL, Europe 1, créé en 1955, ou RMC. Ces radios bénéficient d'une certaine liberté de ton, même si dans un certain nombre de crises, elles resteront assez consensuelles, elles ne prendront pas forcément parti. Et puis, une nouvelle presse se développe. En écho au déclin de la presse papier traditionnelle, c'est la presse magazine, avec de plus en plus de ce qu'on appelle des photoreportages et des reportages en couleur. On peut en particulier citer le magazine L'Express. Cette presse connaît une forte croissance, tandis que les journaux, eux, connaissent le début de leur déclin. On va voir maintenant, dans un deuxième temps, comment durant la guerre suivante, qui est la guerre d'Algérie, l'État cherche à nouveau à contrôler cette presse. Et on le voit bien à travers la crise dite du 13 mai 1958. En mai 1958, le gouvernement français est accusé de vouloir
traité avec le FLN algérien qui est pour l'indépendance. En réaction à cette possibilité de négociation, les militaires sur place décident de prendre le pouvoir et menacent d'un coup d'État par la fondation d'un comité de salut public. Pensons au général Salon. Ces journaux demandent le retour du général de Gaulle au pouvoir parce que le général de Gaulle, dans leur tête, est en faveur de l'Algérie française. Et bien, dans un premier temps de la crise, en gros du 13 mai jusqu'au 1er juin, rappel de Gaulle, les médias ne vont pas parler de Gaulle. Et c'est le cas en particulier des actualités françaises qui sont très contrôlées par le pouvoir. On parle d'événements d'Algérie, de manifestations plutôt joyeuses d'ailleurs, en faveur de cette Algérie française, mais on essaie de limiter le retentissement d'une crise. Par contre, lorsque De Gaulle prend le pouvoir, et on le voit dès les actualités françaises du 4 juin, il y a une dramatisation de cette crise. Comme un moment de menace de coup d'État pour la France, de risque de déstabilisation de la France, et de Gaulle qui revient en sauveur. Et là, toute la presse est organisée autour de Gaulle. Alors les actualités françaises donnent cette vision de l'État, cependant la presse écrite a un regard plus critique sur cette crise du 13 mai 1958, la presse écrite de gauche étant plutôt hostile au général de Gaulle, tandis que la presse écrite conservatrice, comme le Figaro, est plutôt favorable au retour du général de Gaulle. Cependant, cette presse écrite n'est pas non plus complètement libre. L'État pratique la censure, en particulier autour d'un sujet qui est celui de la torture. Lorsque le journal L'Humanité voudra parler de la torture en 1961, ces articles se seront censurés, de même pour le journal L'Express. Le retour de Gaulle au pouvoir marque une nouvelle phase, une nouvelle manière pour le pouvoir de contrôler la presse. De Gaulle va avoir un rapport à la presse très particulier. Il considère la presse comme un instrument, il considère, pas la presse, mais les médias en général comme un instrument du pouvoir. C'est pourquoi il crée un secrétariat d'État à l'information dès 1958 pour contrôler ces médias, et il crée une chaîne de télévision et de radio publique, l'ORTF, en 1964, ORTF qui est directement lié au pouvoir en place. Il va massivement utiliser la radio et la télévision dans des conférences pour faire sa politique et pour parler ce qu'il appelle directement aux Français. C'est une caisse de résonance du pouvoir plus qu'un contre-pouvoir. On peut le voir dans son discours « Je vous ai compris » du 4 juin 1958 qui est retransmis directement à la radio et à la télévision. Cependant, la presse écrite garde une liberté de ton jusqu'en 1968, malgré la censure, et d'ailleurs De Gaulle l'accepte assez mal, il accuse les journalistes de presse écrite d'être des gribouillards. C'est le début de la période dite d'émancipation. Alors, dans l'histoire des médias face aux crises, l'année 1968 marque un réel tournant, puisque la crise de 1968 est une crise d'émancipation, est une révolution d'émancipation qui va concerner à la fois la société, mais aussi les médias. C'est le début de notre troisième partie. Mai 68. Mai 68, au départ, c'est une crise étudiante qui réclame de meilleures conditions d'études, mais qui dénonce aussi un malaise plus général de la jeunesse et qui conteste cette autorité traditionnelle qui est vieillissante, à l'image de la figure de Gaulle, héros de la Seconde Guerre mondiale, mais qui devient une figure vieillissante à la fin des années 60, et une autorité traditionnelle qui est de plus en plus salie par les révélations sur la collaboration, puisque je vous rappelle que c'est dans cette époque de fin des années 60 que se multiplient les publications autour de la collaboration. Ces manifestations étudiantes qui commencent à l'université de Nanterre en mai 1968 vont trouver un écho dans le milieu ouvrier, qui, lui, malgré les 30 glorieuses, ne voit pas ses conditions de travail profondément s'améliorer. Et donc, d'une manifestation étudiante, on va vers une manifestation ouvrière. Et, à la fin du mois de mai 1968, un réel blocage de la société française, puisque tous les services sont bloqués. Quel est le rôle de la presse dans cette révolution de mai 1968 ? D'abord, la presse traditionnelle, incarnée par l'ORTF,
est très contrôlée par le pouvoir. Dans un premier temps de la révolution de mai 68, elle n'en parle pas, ou elle en parle à peine. Pour contrer cette presse traditionnelle, les étudiants vont imaginer de nouveaux médias. Et c'est en particulier les étudiants dans le cadre des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts, qui vont publier un grand nombre d'affiches, un grand nombre de tracts pour critiquer ce pouvoir avec la fameuse affiche de Gaulle qui tient la télé entre ses mains avec écrit sur cette télévision la voix de son maître, appelant les Français à arrêter d'écouter l'ORTF. Les radios périphériques et la presse écrite vont très vite se faire le relais des étudiants et vont plutôt prendre parti d'ailleurs pour les étudiants. RTL multiplie les directs durant les jours de mai 1968. Et même, c'est là où il y a changement, au milieu de la manifestation de mai 68, l'ORTF décide de se mettre en grève. Elle se met en grève le 25 mai. Ces médias ont un grand rôle parce que c'est grâce aux médias que De Gaulle réussit à reprendre le contrôle de la situation par ses allocutions à la radio et à la télévision. À court terme, il renforce même sa popularité puisqu'il gagne les élections législatives qui suivent la révolution de mai 1968 et il gagne ces élections législatives très largement. Mais à moyen terme, cette révolution qui demande une émancipation de la société laisse des traces dans l'audiovisuel. Puisque en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing décide de supprimer l'ORTF. Et par ailleurs, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, on accentue cette politique d'ouverture de la télévision et de la radio à une diversité d'opinions avec la création de chaînes de télévision privées, c'est le cas de Canal+ en 1984, et avec la légalisation de ce qu'on appelle les radios libres comme énergie, à ne pas confondre avec les radios périphériques, puisque les radios libres émettaient illégalement à l'intérieur du territoire français. Cette émancipation des médias ne leur confère pas plus de crédibilité à la fin du XXe siècle, et la fin du XXe siècle et surtout le début du XXIe siècle est marqué par une crise de confiance médiatico-politique. C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Alors, il y a une multiplication et une omniprésence médiatique au début du XXIe siècle. Elle est marquée par une révolution technique, la révolution d'Internet, qui permet d'avoir une actualité en permanence sur son smartphone, sur Internet, et de ne plus voir la presse de la même façon. La presse papier décline énormément à cette époque-là, même la télévision traditionnelle voit ses parts d'audience un petit peu diminuer. Dans le même temps, on a une autre manière de regarder la télévision, puisque les chaînes sont multipliées dans le cadre de la TNT, qui est créée au début des années 2000. Cette TNT permet en particulier la naissance de chaînes d'information qui diffusent en continu de l'information. Cette omniprésence médiatique change le caractère de notre démocratie. Des sociologues et historiens ont considéré qu'on était rentré au début du XXIe siècle dans une phase de démocratie d'opinion, dans laquelle finalement le pouvoir politique se fait en lien avec l'avis de l'opinion publique à travers sondages et audimat. C'est-à-dire que les décisions politiques sont prises en fonction de l'audimat et des sondages qui deviennent omniprésents dans la pratique politique. Cette omniprésence médiatique et ce changement démocratique, cette démocratie d'opinion est profondément critiquée au début des années 2000. Il y a d'abord une critique des médias, que l'on accuse d'être trop proches du pouvoir. Cette critique est notamment le fait d'indépendants, de nouvelles publications sur Internet, des chaînes de youtubeurs par exemple. Nous avions cité la chaîne Osons Causer de Ludo, entre guillemets, qui en 2017 critique les pouvoirs des médias comme étant aux mains de 10 milliardaires français qui contrôlent toute l'information. Alors, cette critique de la presse par les milieux d'affaires est ancienne. Elle date en réalité de l'affaire Dreyfus, mais elle est de plus en plus présente dans le champ de l'opinion publique. Et pourquoi on critique beaucoup cette presse et ces médias ? Parce que ces médias
ont fait un certain nombre d'erreurs d'analyse et parfois ont pris parti contre leur opinion publique. Erreurs d'analyse lors de l'élection, en tout cas de la victoire de Jean-Marie Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Il arrive deuxième. Les médias ne l'avaient pas pensé et les sondages ne le disaient pas. Et donc, première décrédibilisation des sondages, où on accuse les sondages de dire l'avis du pouvoir et ne pas dire l'opinion réelle des Français. Deuxième critique, en 2005, lors du référendum pour la Constitution européenne. Les médias sont assez majoritairement en faveur du oui. Et ils le font savoir. Bon nombre d'éditorialistes s'engagent en faveur du oui. Et pourtant, l'opinion publique va massivement voter contre. Et là encore, les sondages annonçaient, durant toute la campagne, une victoire du oui, légèrement majoritaire. Finalement, c'est une victoire du non, légèrement majoritaire. Une crise des médias, mais aussi crise de la représentation politique. Crise du politique, et c'est pour ça qu'on parle de crise rampante, médiatico-politique, puisqu'on assiste depuis la fin des années 80 avec une montée systématique de l'abstention, qui témoigne d'un désintérêt ou d'un certain désintérêt pour les partis politiques actuels, et au contraire, une montée en puissance des partis politiques qui contestent cette politique traditionnelle. C'est le cas de l'extrême droite incarnée par le Front National, ou c'est le cas aussi de certains partis de gauche, à l'image du mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui dénoncent tous deux ce système traditionnel. Alors, la presse traditionnelle, elle aussi, se met à critiquer cette critique, à critiquer cette omniprésence médiatique, parce que finalement, derrière cette omniprésence médiatique, se pose la question du journaliste. De nombreuses informations ne sont plus vérifiées sur Internet, ce qui permet l'émergence de thèses complotistes. Voilà pourquoi on est dans une période dite de crise politico-médiatique à la fin du XXe siècle, et retenez bien ce terme de démocratie d'opinion, qui est le grand changement de la fin du XXe siècle. Alors en conclusion, on a montré que les médias ont joué un rôle très important dans les crises politiques françaises, qu'ils sont réellement un quatrième pouvoir parce qu'ils participent à la politisation de l'opinion publique. Cependant, en ouverture, il faudrait peut-être nuancer la crise médiatico-politique actuelle. D'abord parce que les Français restent très attachés à leurs médias. Comme le montrent les débats politiques retransmis à la télévision sont en général assez largement suivis. Mais par ailleurs, le drame de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo a montré cet attachement à la liberté de la presse. Avec un grand nombre de « je suis parti, je suis Charlie » qui ont suivi cet attentat, la manifestation immense de janvier 2015. Mais ce qui nous rappelle que la nature d'une démocratie est d'avoir des opinions multiples, c'est aussi les banderoles « Je ne suis pas Charlie », ce qui montre que finalement, une démocratie doit être traversée par une division de l'opinion publique et que cela ne signifie pas forcément qu'il y a crise politique.